Hello à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché du 17 décembre 2022. On approche vraiment là de la fin de l'année et ça va être aussi l'occasion pour moi de partager tout ça un peu, tout ce qui s'est passé cette semaine avec vous, parce qu'il s'est passé des choses. Le marché a été très surprenant. Et d'ailleurs, j'intitule cette vidéo Christmas Sell-off, hein. Donc tout le monde, alors c'est ça qui est très intéressant, tout le monde s'attendait à avoir un Christmas rally et finalement, le marché a été pris à contre-pied durant cette semaine du 11 décembre. Alors, je vais vite rentrer dans le dur du sujet. Alors, la semaine avait pourtant bien commencé, puisque le 13 décembre, hein, le mardi, on a eu de bons chiffres de l'inflation, hein. Donc je vous rappelle que ce qui a déclenché ce rallye haussier depuis début octobre, ça a été en grande partie la décélération, la baisse du taux de l'inflation. Attention, ce n'est pas la baisse des prix, c'est des prix qui augmentent moins vite. Et là, on a eu rebelote, c'est-à-dire le mardi 13 décembre, on a eu un chiffre du CPI qui était meilleur qu'attendu, puisque donc le mois dernier, en novembre, on avait eu 7,7. Les analystes s'attendaient à avoir 7,3 d'inflation et on a 7,1% d'inflation. Donc ça a été vraiment super. Du coup, les marchés sont partis en exponentiel, ils ont explosé à la hausse. Et puis, brutalement, il y a eu un retournement de tendance, hein. Après la publication, hein, donc juste après, on a eu les marchés qui ont explosé à la hausse. Et puis, quelques minutes, au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, progressivement, les marchés ont mangé, ont fini par perdre tous leurs gains enregistrés. Alors, ça peut paraître, bon, on peut se poser quand même des questions. On peut se poser des questions. Pourquoi? Parce que on a eu exactement la même situation il y a un mois. Et là, les marchés sont partis. Ils ont monté juste après, mais le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, les 2 semaines d'après. Là, on a eu le même départ haussier. Et bizarrement, après quelques minutes, quelques heures, le rebond s'est essoufflé. Alors, en fait, il y a deux manières d'interpréter cela. Alors, en fait, une baisse du taux de l'inflation, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. En fait, ça dépend du contexte macroéconomique et de l'état d'esprit des investisseurs. Dans un premier temps, effectivement, les marchés ont monté parce que les investisseurs se sont dit chouette, super, inflation qui baisse plus vite qu'on s'y attendait, donc on va atteindre le pivot, hein, les banques centrales vont arrêter de monter les taux. Donc ça a été la première réaction. On est des êtres humains, on a des réactions, vous savez, on passe par plusieurs stades, hein, dans des réactions émotives. Première réaction, les taux vont arrêter de monter. Mais ensuite, la deuxième réaction des investisseurs, c'est ouais, mais l'inflation, le taux d'inflation baisse plus vite que prévu. Ça veut dire peut-être qu'il risque d'y avoir une récession. Et ça, c'est vraiment important de regarder, de creuser. Et c'est pour ça que bah, il faut passer du temps. Soit il faut être accompagné par quelqu'un qui passe du temps là-dessus, soit il faut soi-même passer du temps à analyser, à regarder. C'est pareil, je fais une petite aparté, il y avait, je crois que c'est encore Bruno Le Maire qui disait, qui se félicitait que la consommation d'électricité a baissé de 10%. Et Monsieur Le Maire nous disait que c'est génial, les Français ont compris l'intérêt de baisser sa consommation en énergie, et donc c'est très très bien, c'est excellent, les gens font des efforts. Sauf que quand on y regarde de plus près, quand on creuse un peu en détail, euh, primo, effectivement, beaucoup de particuliers ont baissé leur consommation d'électricité et de gaz, pas pour l'écologie, etc., mais parce que tout simplement, les factures ayant explosé, ayant augmenté, ben forcément, les gens réduisent leur consommation. Donc, c'est pas bon sinon. Évidemment, nos politiques nous disent c'est génial, les gens sont raisonnables, sont responsables. En réalité, vous avez une partie des gens qui réduisent leur consommation, des particuliers, parce que en ayant vu leur facture arriver, ils se disent qu'ils ne peuvent pas continuer à ce rythme. Et plus inquiétant, quand on creuse en détail ces chiffres, on s'aperçoit qu'une grosse partie de la baisse
de la consommation en électricité de la France, du pays, elle est liée à des entreprises industrielles, manufacturières, qui ont prévu d'arrêter ou de fortement ralentir leur activité. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pas, voilà. Alors oui, effectivement, quand on regarde le chiffre, ah, la consommation a baissé, c'est bien, les gens deviennent raisonnables. Ça, il n'y a que nos politiques pour penser ça. En réalité, quand on creuse un peu, c'est plus inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs, d'entreprises, qui prévoient de ralentir fortement leur activité, leur production, pour ne pas se taper les hausses d'électricité et de gaz à venir. Donc, vous voyez, un chiffre, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Et c'est là qu'il faut creuser. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail, j'aurais pu prendre des graphiques avec les composantes de l'inflation, etc. Bon, ça aurait été peut-être un peu. Vous allez sur le site de la Réserve fédérale, vous les trouverez si vous êtes intéressé. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Le chiffre de l'inflation tombe. 7,1, c'est beaucoup moins que 7,7, c'est même moins que ce qui était attendu. Donc, première réaction, les marchés montent. Et ensuite, quand les analystes ont commencé à regarder en détail les chiffres, à creuser, à analyser, à retriturer, à communiquer entre eux, ben en fait, ils se sont dit, ah oui, d'accord, oui, mais l'inflation baisse, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus la capacité de suivre le rythme d'augmentation des prix et qui réduisent la consommation. Et c'est ce qui a expliqué pourquoi progressivement les marchés ont, ont perdu une grande partie de leurs gains. Donc ça a été la deuxième partie de la semaine. Première partie de la semaine, on a eu des marchés qui montaient lentement, mais sûrement en attendant une bonne nouvelle sur l'inflation. La bonne nouvelle a lieu, les marchés partent en exponentiel. Première partie de la semaine. Deuxième partie de la semaine, donc mardi, mardi soir, mercredi jusqu'à jeudi midi, mercredi soir, jeudi midi, on digère les chiffres de l'inflation, les marchés perdent tous leurs gains acquis après la publication de ces chiffres. Et enfin, on arrive à la troisième partie de la semaine qui a été ce qu'on appelle un bull trap, qui a pris de revers tous les acheteurs. Ça a été le discours des banques centrales. Alors, comme attendu, la Fed et la Banque centrale européenne ont monté leur taux de 50 points de base, mais ça, c'était anticipé par les marchés. Ce qui a surpris les marchés, c'est que malgré ce chiffre de l'inflation, on a eu droit à un discours très dur de Jérôme Powell qui s'inquiète que le chômage reste encore trop bas pour endiguer l'inflation. Et donc ça, c'était mercredi soir, et bam, le marché n'a même pas le temps de digérer que jeudi, la Banque centrale européenne emboîte le pas à la Réserve fédérale avec un discours très dur de Christine Lagarde. Alors d'abord, il n'y a pas d'inflation, puis inflation temporaire. Alors maintenant, on met le paquet sur l'inflation, qui annonce que le chemin pour vaincre l'inflation est encore long. Et son discours est emboîté par un autre discours, cette fois-ci du patron de la Banque de France, M. François Villeroy de Galhau, qui indique qu'il est nettement trop tôt pour déterminer ce qu'on appelle le taux terminal, sur lequel il y a pas mal d'interrogations. Et là, bérésina sur les bourses européennes. Alors, les bourses américaines avaient déjà pas mal baissé après le discours de Jérôme Powell, mais là, ça a été un discours qui a achevé les bourses européennes et qui, à mon avis, a dû prendre pas mal à revers énormément de gérants actions qui, sans doute, ne s'attendaient pas à ce discours au quiche, très dur des banques centrales, alors même qu'on a eu des chiffres d'inflation meilleurs qu'attendus, plus bas qu'attendus. Donc ça a été, et ça, le marché déteste ça. Le marché, souvent, il réagit non pas par rapport à une situation globale, mais par rapport à un effet de surprise. Souvent, quand par exemple une entreprise annonce de mauvais résultats, bizarrement, le cours augmente. En réalité, le marché ne réagit pas aux mauvais résultats. Le mauvais résultat, dans 99% des cas, était déjà anticipé. Le marché va réagir entre l'attente qu'il y aura un mauvais résultat et quelle est l'ampleur de ce mauvais résultat par rapport à ce qui était attendu. Vous avez toujours cet effet de surprise. C'est un marché, comme on appelle un marché différentiel, qui réagit toujours en termes de dérivés.
Voilà. Et là, en fait, ce qui s'est passé, ce qui a été terrible dans cette semaine, c'est que on a eu de meilleurs chiffres qu'attendus sur l'inflation, mais le détail, quand on regarde le détail de l'inflation, que je n'ai pas affiché ici parce qu'on aurait eu des pages et des pages de techniques de jargon, en fait, les marchés ont réalisé qu'une partie de la baisse de l'inflation est liée au fait que beaucoup de ménages et d'entreprises ont diminué leur consommation, contraint et forcé. Et ça, évidemment, on passe d'une peur de l'inflation à la peur de la récession. Et ce qui a créé une dissonance sur les marchés, c'est qu'au même moment où les marchés commencent à s'inquiéter de la récession, vous avez les banques centrales qui arrivent et qui disent attention, la lutte contre l'inflation, elle n'est pas terminée, le chemin est encore long. Et là, du coup, bah, les marchés sont passés d'un état de scénario boucle d'or, c'est-à-dire avec une inflation qui baisse sans risque de récession, à un scénario, mon Dieu, les risques de récession arrivent, et en plus, la Banque centrale, elle continue à taper sur l'inflation. Et même Jérôme Powell qui estime que le chômage est trop bas pour casser l'inflation. Et là, évidemment, on a eu une crise de panique sur les marchés qui a provoqué un sell-off. Alors, on va passer maintenant justement au marché en eux-mêmes, hein. Les taux, alors évidemment, en Europe, hein, en France, regardez les taux qui repartent à la hausse. On a déjà effacé la moitié de la baisse des taux qui avait commencé en octobre, hein. Donc les taux étaient montés à 3, ils ont rebaissé à 2,10. Et là, en quelques jours, boum, on est remonté à 2,54% sur les taux français. Et là, attention, on a déjà des marchés assez fragiles en France, notamment le marché immobilier. Si on a une nouvelle accélération haussière des taux d'intérêt, on pourrait en 2023 avoir des banques qui vont remettre à jour les taux de crédit immobilier. Et là, on peut avoir pas mal de... Ça peut tanguer au niveau du marché immobilier. Les taux américains ne s'emballent pas pour autant. Donc là, on a une dissonance entre les taux européens qui montent et les taux américains qui, pour le moment, stagnent. Pourquoi? Là encore, les marchés réagissent beaucoup par différentiel. Jérôme Powell nous a habitués à être durs en matière de taux d'intérêt. Ça fait plusieurs mois que la Réserve fédérale martèle un discours très dur contre l'inflation. Donc les marchés n'ont pas un discours dur de plus ou de moins, ça n'a pas surpris les marchés. C'est ce qui explique pourquoi les taux américains ne se sont pas tendus. En revanche, en Europe, les gens ont été très surpris par ce discours très dur de Christine Lagarde qui, jusqu'à maintenant, nous a habitués à des discours finalement négativistes, revenant à nier même le fait qu'il y ait de l'inflation. Et moi, le premier, je me moquais d'elle en disant, bah tiens, c'est marrant, ça fait des mois, des années qu'on imprime comme des gorées avec le bilan de la Banque centrale qui a explosé. Et à cela s'ajoutent des contraintes des contraintes de production avec le Covid qui a cassé les chaînes d'approvisionnement, plus les sanctions contre la Russie, bah, c'était pas surprenant qu'avec tout ça, il y ait de l'inflation. Donc moi, j'étais un petit peu sarcastique vis-à-vis de Christine Lagarde. Et là, boum, elle a surpris tout le monde, moi le premier, avec un discours très très dur vis-à-vis de l'inflation. Et ce qui explique pourquoi on a des taux européens qui ont flambé, alors qu'on a des taux américains qui, eux, finalement, n'ont pas été plus surpris que ça du discours de Jérôme Powell. En fait, les marchés américains et européens ont baissé, mais ils n'ont pas baissé pour les mêmes raisons. Aux États-Unis, les marchés ont baissé par crainte de l'arrivée de la récession, alors que les marchés européens ont baissé par crainte d'un emballement des taux, parce qu'ils réalisent que Christine Lagarde a pris du retard dans sa politique de lutte contre l'inflation et ils craignent que maintenant elle va en faire trop pour se crédibiliser. Et c'est ce qui explique pourquoi on a d'un côté des marchés actions qui baissent des deux côtés de l'Atlantique, avec bizarrement des taux américains qui ne remontent pas, donc crainte de récession, mais des taux européens qui, eux, montent par crainte d'un resserrement trop violent de la politique monétaire. Et donc là, ce que je vous dis, ça confirme, quand on regarde cette fois-ci la pente de la courbe des taux aux États-Unis, elle est vraiment bien quantifiée. On a
plus de 1 point, 1% d'écart entre les taux longs américains et les taux courts américains. Et ça, évidemment, ça annonce l'arrivée prochaine d'une récession, peut-être même une grosse récession en 2023. Voilà un petit peu sur les taux, ce que j'avais à dire sur les taux. On va passer maintenant au crédit. Ah bah au crédit, c'est marrant parce qu'il ne se passe pas grand-chose. On aurait pu s'attendre à un écartement des spreads de crédit entre les pays plus fragiles, la France, l'Italie, par rapport à l'Allemagne. Et en fait, on a des spreads qui n'explosent pas. Alors, on a peut-être des spreads entre l'Allemagne et l'Italie qui repartent à la hausse, mais ce n'est pas non plus encore énorme, ce n'est pas encore alarmant. Le gros, ce qui a surpris les marchés, c'était surtout la hausse globale de tous les taux d'État, Allemagne, France, Italie, Espagne, etc., etc. Au niveau du Forex, alors au niveau du Forex, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur l'euro dollar. On a l'euro qui continue à monter, qui a fait un pic à la hausse en direction des 1,08. Alors ça, c'était suite au discours très très dur de Christine Lagarde. Et puis, en fait, le marché d'échange anticipe. Le marché ne pense pas, enfin, certains acteurs du marché ne pensent pas que Christine Lagarde pourra continuer à monter les taux indéfiniment parce que les économies européennes n'ont pas les reins assez solides pour absorber toutes ces hausses de taux. Et c'est ce qui explique pourquoi on a eu un pic à la hausse de l'euro suivi d'une correction. Alors pour le moment, il est trop tôt pour remettre en question ce rallye de l'euro au dollar, de l'euro par rapport au dollar, qui a commencé en octobre, après que l'euro avait atteint un plancher de 0,95 dollars pour un euro. Mais, on a eu un arrêt, un coup d'arrêt à la hausse de l'euro. Par contre, effectivement, pour le moment, au moment où je vous parle, hein, les gens qui vous disaient il y a 2 mois que l'euro était fini, l'euro était mort, l'euro allait à 80 centimes, voire 70 centimes de dollars pour un euro, bah, ce mouvement qu'on a vu là, durant ces 2 derniers mois, quelque part, il leur donne du fil à retordre. Alors évidemment, l'euro est toujours en tendance de long terme baissière par rapport au dollar. On voit cette résistance baissière qui passe par 1,17, 1,18, mais toujours est-il que quasiment la moitié de la baisse de l'euro par rapport au dollar initiée il y a de longs mois de cela vient d'être absorbée, vient d'être reprise par cette hausse violente de l'euro depuis ces 2 derniers mois. Donc voilà, donc là encore, les déclinologues qui nous parlent d'explosion de la zone euro, etc. Attention. Alors là encore, je répète, je l'ai déjà dit dans les vidéos, les personnes qui sont négatives sur l'avenir de la zone euro, elles ont des arguments valables. Et moi, je suis leurs vidéos. Je suis d'accord avec elles. La zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. On a un gouvernement, un Parlement européen, on se demande à quoi il sert. On a une Commission européenne qui n'est pas élue, ce sont des technocrates. On le voit aussi avec des scandales. La Commission européenne a été secouée par des scandales. On a la vice-présidente de la Commission européenne, je me souviens plus de son nom, c'est une grecque, enfin bref, je me souviens plus de son nom, qui a été prise la main dans le sac avec des valises de billets, avec le Qatar, etc., etc. Enfin bref, ça donne pas confiance tout ça. Sans parler du fait qu'on a X politiques fiscales dans chaque pays de la zone euro. On a des pays de la zone euro qui se tirent dans les pattes d'un point de vue fiscal. C'est pas du tout optimal. Sans parler du marché du travail qui est éclaté, des langues, des différences linguistiques, culturelles entre les pays. Bref, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Donc les personnes qui sont pessimistes sur la zone euro, elles ont des arguments valables que je comprends tout à fait. Néanmoins, néanmoins, il faut suivre le marché, d'une part, et d'autre part, il ne faut pas sous-estimer la résilience des systèmes. L'Union soviétique était bancale dès le début. Dès le début, quand on nous parlait de stakhanovisme dans les années 30, ou qu'il suffisait de chanter l'hymne communisme pour multiplier sa productivité par 2 ou par 3, le stakhanovisme, l'homo soviéticus, sous Staline, dans les années 30, on voyait bien que ça ne tenait pas la route. Pourtant, il s'est passé 60 ans entre la mise en place de la collectivisation par Staline en 1930 et l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, il s'est passé 60 ans. Donc il ne faut pas sous-estimer la résilience
des systèmes. C'est pour ça que les déclinologues, les gens qui nous disent l'euro, il va aller à 0,50, 0,60, possible, probable. Les monnaies finissent toujours par disparaître quand vous regardez l'historique des monnaies. Mais attention à ne pas avoir cet effet miroir, cet effet que ça va arriver demain. Les systèmes sont beaucoup, beaucoup plus résilients qu'ils ne le paraissent. Alors je passe très vite, l'euro, franc suisse, pas grand-chose, l'euro sterling, pas grand-chose. Et je vais attaquer le marché des actions. Et là, alors là maintenant, alors j'ai beaucoup cassé du sucre sur les déclinologues, les effondristes, ceux qui pensent que tout va s'effondrer, que ça va être winter is coming, hein, on va voir l'armée des morts qui va déferler sur l'Europe durant cet hiver 2023. Bah là, en fait, là, je vais taper cette fois-ci sur les permaboules. Donc ceux qui pensent que les marchés ne peuvent que monter, ceux qui ont intérêt aussi. Alors vous avez des gens qui sont optimistes par nature, des optimistes BA, mais vous avez également tout un paquet de gens qui avaient intérêt à ce que le marché, notamment le CAC 40, arrive aux alentours de 7200 à la fin de l'année, notamment les géants actions. Alors, bon, je vais éviter d'appeler ça les géants actions, je vais peut-être appeler ça, je vais utiliser un terme, hein, peut-être les dogs de Bordeaux, hein, qui avaient intérêt à ce que le marché aille ici. Hein, vous voyez, il passe de là à là pour toucher des bonus, etc., etc., etc. Et là, finalement, cette chute des marchés, quelque part, moi, ça me fait un peu plaisir parce que ça permet un petit peu de rabattre le caquet à toutes ces personnes qui sont là, qui sont un peu dans leur tour d'ivoire. Alors là, c'est l'opposé. Alors vous avez les effondristes qui voient le chaos partout, la guerre civile, l'effondrement, etc., etc., etc. Vous allez sur YouTube, ça n'arrête pas, hein, les vidéos sur l'effondrement, sur le crack, sur le carnage, sur la guerre, ça fait peur. Mais en même temps, vous avez des gens qui sont dans leur tour d'ivoire, qui sortent pas, qui sont dans de beaux locaux haussmanniens, voilà, pour eux, l'économie, c'est les marchés, c'est les courbes, etc. Et qui, eux, tranquillement, vous voyez le CAC 40 arriver à 7200 à la fin de l'année pour empocher des bonus. Et là, effectivement, le marché leur a fait très, très, très mal, ce qui n'est pas aussi pour me déplaire. Hein, parce que autant je critique voilà, les gens qui n'arrêtent pas de vous parler de crise, d'effondrement et tout, parce que les sociétés humaines, qu'elles soient européennes, africaines, chinoises, américaines, enfin tout ce que vous voulez, sont beaucoup plus résilientes qu'elles ne peuvent le paraître. Regardez la Russie. La Russie, elle est encore là. Malgré toutes les sanctions, tout ce qu'a dit Bruno Le Maire, la Russie est loin de s'être effondrée. Elle est toujours là. Hein. Moscou est la capitale de la Russie, hein, jusqu'à preuve du contraire. Mais également, les économies européennes et américaines, elles sont encore là. Hein, voilà, on n'est pas encore. Voilà, je vous fais une vidéo, il y a encore Internet, il y a le courant électrique. Voilà, je ne suis pas obligé de faire un feu, de faire brûler du bois pour me chauffer. Hein, donc, la civilisation ne s'est pas effondrée. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Et en même temps, on voit que tout n'est pas tout rose non plus. Hein, tout n'est pas tout rose. Hein, et là, la courbe du CAC 40 qui a fini par casser. Hein, vous voyez, on a cru, hein, les géants actions ont tout fait, hein, pour monter à coup de boutoir. Hein. On a eu ici je crois que c'était les prix à la production qui avaient provoqué une première envolée du CAC 40. Et là, on a eu le CPI, hein, le CPI américain meilleur qu'attendu, hein, baisse de l'inflation qui a provoqué une autre attaque du CAC 40 au-dessus de 6800. Et puis, ça n'a pas duré, ça s'est dégonflé. Là, on a eu la première attaque. Ensuite, le marché a perdu tous ses gains en se disant, mon Dieu, il peut y avoir la récession. Et ensuite, on a eu le discours de Jérôme Powell, la première baisse, et deuxième jambe baissière suite au discours de Christine Lagarde. Et donc, tout ça, en fait, pour vous dire que il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Donc, si vous regardez un petit peu, vous suivez les vidéos YouTube, etc., attention, hein, aux gérants actions qui sont sans arrêt en train de vous dire que le marché va monter, que les actions sont pas chères, etc. Attention, prudence également. Les gens qui vous parlent sans arrêt d'effondrement, etc., vous creusez un peu comme par hasard, elles ont un livre à vendre, voilà, elles ont une interview à faire, etc. Elles ont des formations, des bouquins à vendre par rapport à l'effondrement. À l'inverse, hein, des gens qui vous disent sans arrêt que ça va monter, que c'est bien, etc. Comme par hasard, vous regardez leur titre, gérant action ou économiste au sein d'une
d'une grande institution reconnue qui a plutôt intérêt à vendre derrière des produits pour les clients. Donc là encore, faites très attention à ce que disent les analystes, de tout poil, quels qu'ils soient. Les effondristes, donc ceux qui pensent que demain on va se chauffer au feu, ou au contraire, les permaboules, les gérants, les docs de Bordeaux, enfin les gens qui vous disent que les marchés ne peuvent que monter. Et là, on a eu vraiment la preuve éclatante cette semaine. Quand on creuse un peu plus dans le détail, on voit ici qu'on a eu en fait on a eu deux mèches. On a eu une première, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu une première mèche basse en octobre. On a eu des chiffres de l'emploi qui n'ont pas du tout plu au marché. On a eu une forte baisse. Et tout de suite après, on a eu un rebond, très fort rebond. Et ensuite, on a eu un marché qui stagne, deuxième tentative de hausse et puis rechute des marchés. Et là, très très clairement, ce qui s'est passé cette semaine remet en grande partie en question le rebond qui a eu lieu depuis début octobre. On voit comment on a cassé comme dans du beurre la zone des 6700, 6600, 6500 et là on est en train de tester, de travailler les 6400 points. On est même revenu en dessous des sommets du mois d'août et même du mois de mai 2022. Donc là, cette jambe baissière là, elle est assez inquiétante, d'autant plus qu'elle arrive avant 2 semaines, les 2 prochaines semaines, où il n'y aura plus de nouvelles économiques. C'est ça qui est inquiétant. C'est que cette baisse, elle n'est pas juste une baisse graphique, c'est pas juste le marché tape une résistance, il reflue, il construit autour d'un support, une construction propre avant de repartir. Là, on a eu une baisse en panique liée à des événements économiques, des interventions de banque centrale, c'est pas rien. On retrouve la même chose aux États-Unis. Donc les États-Unis, c'est un peu pareil. Donc on a eu le Dow Jones qui a buté sur cette zone des 34 000, 34 300. On a eu le chiffre du CPI qui était bien meilleur qu'attendu. Et là, on a eu une envolée exponentielle du Dow Jones qui a été frisé. Les 35 000 qui était la dernière résistance, et 35 000 avant d'effacer toutes les pertes depuis le début de l'année 2022. Ensuite, on a eu le dégonflement. Les marchés ont commencé à se dire ah, l'inflation qui baisse, ça peut cacher quelque chose. Ensuite, discours de Powell, et là, les marchés américains sont repartis à la baisse. Et alors, quand on regarde un peu, on prend un peu de hauteur sur ce marché, on voit que le Dow Jones, ça c'est le canal baissier du Dow Jones, on voit, alors là, j'ai voulu le mettre un peu plus clairement dans le graphique parce que c'est plus clair. On a eu des chiffres de l'emploi américain qui étaient très mal perçus par le marché, qui voyaient qu'il y a vraiment un risque que l'inflation s'emballe. On a eu une mèche basse, donc les marchés qui ont accéléré à la baisse en direction des 28 000 points. Et là, en fait, beaucoup de gens, à ce moment-là, se sont dit, ça y est, en plus, on était en octobre, ça y est, on a eu octobre 29, 1929, on va avoir octobre 2022, ça va être la bérésina, ça va être le carnage. Et là, le marché a pris tout le monde à revers et ils sont repartis à la hausse. Donc là, il y a énormément de gens qui ont perdu leur chemise, ce qu'on appelle un bear trap. Donc, les marchés sont repartis et là, on a eu la hausse, le rallye, un très gros rallye, puisqu'on est passé du bas du canal baissier du Dow Jones, on a cassé à la hausse le canal baissier pour aller venir tester la résistance du mois d'août des 34 000 points. Donc rebond. Ensuite, on a eu les chiffres du CPI la semaine qui est passée. Et là, on a eu le symétrique. C'est-à-dire, on a les marchés qui sont partis à la hausse. Ça y est, les marchés ont commencé à voir le scénario boucle d'or. Récession, finalement, pas si grosse que ça. Petite récession. Avec finalement un emploi qui se comporte pas si mal que ça. Et en même temps, des chiffres de l'inflation qui baissent. Et ça, c'est le scénario boucle d'or. Les marchés adorent ça. Il n'y a rien de mieux. Croissance économique, pas de récession et inflation qui chute. Ça, c'est génial. Que demande le marché? Et là, les marchés, pendant quelques minutes, ont cru à ce scénario. Et là, on a eu cette accélération. Et puis après, quand les marchés ont analysé en détail les chiffres, ils ont compris, ils ont réalisé qu'en réalité, une partie croissante de la population américaine n'arrive plus
à suivre ce rythme de hausse des prix, ce qui explique pourquoi les chiffres de l'inflation ont, ont baissé plus vite qu'attendu. Et ensuite sont arrivés les discours de Jérôme Powell et de Christine Lagarde. Et là, bam, le Dow Jones qui a chuté. Et là, on a eu ce qu'on appelle un bull trap. À mon avis, il y a énormément de gérants actions qui ont dû se faire massacrer à ce niveau. Parce que beaucoup de gens se sont dit, quand on est arrivé à 35 000 points, après un très bon chiffre du CPI, dans l'espoir que Jérôme Powell allait assouplir sa politique, et en plus avec le rallye, le Christmas rally, etc., 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 beaucoup de gens auraient pu se dire ici, bah ça y est, il suffit maintenant de casser les 35 000 points pour revenir au niveau des records historiques du Dow Jones, pour effacer les pertes, revenir dans le vert sur l'année 2022. Je vous rappelle que pour les hedge funds qui clôturent, dont le bilan comptable annuel se clôture le 30 novembre, les hedge funds ont eu une année 2022 dans le vert. Aussi incroyable que ça paraisse, pour les hedge funds, l'année 2022 a été une année positive parce qu'elle a commencé le 1er décembre 2021 et elle s'est finie le 30 novembre 2022. Et donc, on aurait pu s'attendre, hein, avec le Christmas Rally qui traditionnel, on aurait pu s'attendre à ce que bah, ce soit autour des gérants actions, hein, des gérants, cette fois-ci non pas des hedge funds, mais des compagnies d'assurance qui, quelque part, se disent bah, c'est notre tour, à nous de propulser les actions vers les records historiques, vers les niveaux du 30 décembre pour présenter une belle plaquette aux investisseurs, aux clients, pour avoir des bonus, pour négocier des bonus auprès de la hiérarchie, etc., etc., etc. Et là, on a eu le marché qui a pris à revers tous ces gérants et qui a chuté. Donc ça, méfiez-vous des dictons, méfiez-vous de l'histoire. L'histoire ne se répète pas. Regardez, hein, c'est un très beau graphique. Ça, c'est un graphique vraiment à mettre dans les archives. Regardez, on est en octobre. On a un marché, on a un pessimisme ambiant, on a des permabères, on a des gens qui n'arrêtent pas de vous annoncer l'effondrement, etc., etc. On a des marchés qui baissent. On arrive au mois d'octobre, c'est le mois des cracks. On a eu le crack de 1929, le crack d'anthologie de 29. Même les collégiens, les lycéens l'apprennent. On a eu le crack de 87. On a eu la crise de Lehman Brothers qui est arrivée en septembre. On a eu les attentats du 11 septembre. On a eu la bulle Internet qui a commencé à se dégonfler aussi en septembre. Enfin bref, les mois de septembre, octobre sont très mauvais sur les marchés. Donc là, on aurait pu s'attendre, en plus avec un mauvais chiffre de l'emploi, à ce que ça dégueule. Et c'est reparti à la hausse. Donc là, tous les gens qui croyaient à l'effondrement, ben, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Et là, à l'inverse, hein, on a des marchés qui sont plus qu'à quelques encablures de retrouver leur niveau de décembre 2021. En plus, avec Noël et le Nouvel An qui arrivent, trêve des confiseurs, c'est la fête, etc. Des gérants actions qui poussent, qui veulent leur bonus, etc. Il y a eu, voilà, il y a des augmentations de salaire, etc. Bah, tout le monde veut sa part du gâteau. Et là, on a des marchés qui sont repartis à la baisse. Alors que on aurait pu s'attendre, par un effet de calendrier, un effet saisonnier, que les marchés repartent à la hausse grâce au Christmas Rally qui n'a pas eu lieu. Ça a été, on a eu finalement un octobre rallye ici, au lieu d'avoir un octobre noir, un octobre de sang, un octobre rouge, et on va avoir un Christmas sell-off au lieu d'avoir un Christmas rally. Donc voilà, donc ça c'est important de faire attention, de garder les pieds sur terre, de ne pas s'emballer parce que les marchés peuvent vraiment prendre énormément de personnes à contre-pied. Et ça, c'est un exemple flagrant. Ça, c'est un exemple flagrant. Il y a énormément de vendeurs qui se sont fait défoncer, des vendeurs à découvert qui se sont fait défoncer ici parce qu'ils étaient dans une optique que tout va se casser la figure, c'est la fin du monde. Et là, on a tout un tas de permabères, de gérants, etc., qui se sont dit, ça y est, hein, il n'y a plus qu'à acheter des actions et à partir en vacances de Noël tranquillement. Et là, ça a chuté. Donc, très important de garder les pieds sur terre dans un tel marché. Alors, je passe assez vite, hein, évidemment. Si le Dow Jones, qui est quand même un des indices les plus solides de la planète, baisse, bah évidemment, hein, sur le Nasdaq, hein, on a perdu quasiment 10% entre la mèche haute et le point bas de la semaine. Sur le Nikkei, pas grand-chose à signaler. Sur la Chine, pas grand-chose. Hein, la Chine, à rebours des marchés occidentaux, elle fait son petit bonhomme de chemin. Sur l'Inde, la bourse indienne continue à souffrir, hein, mais ça fait déjà maintenant plusieurs semaines, hein,
que la bourse indienne ne se porte pas très très bien. L'Afrique du Sud, alors c'est assez inquiétant sur l'Afrique du Sud, on a eu un double top sur 70 000. Premier top ici en début décembre, deuxième top aux alentours du 14 décembre, et là ça rebaisse. Donc attention à ce double top qui pourrait marquer un renversement de tendance de la bourse sud-africaine. Et sur le Brésil, on a une correction qui semble avoir trouvé un terme, un support en tout cas, au niveau des 100 000 points. Voilà un peu pour les actions. On passe aux métaux précieux. Ça n'a pas été une très bonne semaine pour les métaux précieux. Cette semaine, on a l'or qui a échoué à franchir la zone des 1820 dollars l'once et qui a rebaissé assez fortement pour revenir au contact des 1790 dollars l'once. Néanmoins, il faut noter que la baisse sur l'or, elle est beaucoup moins violente que sur les actions. On a quand même une réaction. Pour le moment, sur le marché action, on n'a pas de réaction haussière. Pour le moment, ça casse comme dans du beurre. Sur le marché de l'or, on a quand même une réaction au niveau de la zone des 1770 points. Plutôt positif. Sur l'argent, on a l'argent qui a très bien résisté. Donc évidemment, il a corrigé. Hein, évidemment, on entend parler de hausse des taux, que le pivot n'est pas atteint. Donc forcément, l'argent a corrigé sur la zone des 24 dollars, qui en plus est une grosse résistance. Mais là encore, l'argent est revenu, a très bien rebondi sur la zone des 22,5 dollars l'once, a très bien rebondi pour repasser à 23 dollars l'once. Donc là, on a encore une bonne réaction de l'argent métal. Alors, par contre, sur le palladium, là, ça a été un carnage. Ça a été un gros carnage avec une baisse de 15% du palladium entre le début de la semaine et la fin de cette semaine. Alors, je ne suis pas un expert du palladium. Alors, peut-être si certains connaissent ce métal précieux, les spécificités de ce métal, les commentaires sont les bienvenus. Pourquoi le palladium, contre-tendance de l'or et de l'argent, a littéralement chuté quasiment pire que les actions. Ça, j'avoue, voilà, je suis un peu perplexe. Et puis le platine qui baisse aussi, mais qui semble résister autour des 1000 dollars l'once. Alors on va passer aux matières premières. Les matières premières, on a le pétrole qui, malgré les mauvaises surprises des banques centrales, le pétrole résiste autour des 75 dollars le baril. Le gaz naturel qui continue à fluctuer dans un très large range. On a le cuivre qui fait preuve d'un certain stoïsme. Le cuivre ne fait pas grand-chose cette semaine. Le blé, pareil, qui ne fait pas grand-chose non plus. Et le maïs qui ne fait pas grand-chose non plus. Donc, en gros, on a finalement des matières premières qui n'ont pas fait grand-chose cette semaine, malgré les déclarations des banques centrales. Et je termine sur les cryptos. Pareil, sur les cryptos, alors que la volatilité a explosé sur les actions, sur les taux, les cryptos ne font pas grand-chose. On est toujours autour de 17 000 dollars l'once, 17 000 dollars par Bitcoin et 1200 dollars pour l'Ethereum. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire un petit peu sur ces marchés. Voilà, je passe très vite sur, sur les conclusions. Alors en conclusion, on a eu un très violent pullback des marchés cette semaine. La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne ont clairement déçu les espoirs des gérants actions de pouvoir passer un Noël agréable. Ça, c'était vraiment hein, les gérants. Alors, je ne parle pas des gérants de hedge funds qui, eux, sont tranquilles. Alors, certes, ils commencent l'année 2023 de manière négative, mais ils peuvent présenter une belle plaquette de l'année 2022 dont les comptes se terminent en novembre 2022. Par contre, évidemment, les gérants actions des institutionnels, des assurances, vie, etc., eux, pour le coup, ils vont pas forcément passer un Noël très agréable. On le voit ici, on a eu un échec sur 4100 pour le S&P. Hein. Le S&P a tenté de passer les 4100 et ensuite il a enfoncé le gros niveau des 4000 points. Pareil pour le Dow Jones, échec à franchir durablement les 34 000 points et enfoncement du seuil des 33 000 points pour le Dow Jones. Échec pour le Nasdaq à casser les 12 000 points pour finir par enfoncer les 11 500 et venir même sur les 11 000 points. Et pour le CAC 40, hein,
échec à franchir les 6700 points, à franchir durablement les 6700 points, et enfoncement comme dans du beurre des 6600, puis des 6500 points. Pourquoi? On a aussi des marchés actions qui sont fortement concurrencés par des obligations qui sont devenues très intéressantes. On a des métaux précieux qui souffrent également, mais qui se sont montrés beaucoup plus résilients par rapport aux actions. A priori, il n'y aura pas de gros événements d'ici la fin de l'année 2022. L'année 2022, elle est terminée économiquement. Les 2 prochaines semaines, ce seront des semaines très, très, très calmes. Alors, un petit point sur mon portefeuille personnel. Un petit point sur mon portefeuille personnel. Je termine en baisse la semaine. Vous savez, voilà, je ne suis pas, je ne spécule pas à la baisse sur les marchés actions. Je critique énormément, évidemment, les, 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 les dogs de Bordeaux, les gens qui sont très, très haussiers sur les marchés, qui sont tout le temps haussiers sur les marchés actions. Je les critique, mais ça ne veut pas dire que je prends leur contre-pied, que je suis tout le temps baissier. Hein. Je ne suis pas non plus de la tendance Roubini qui, sans arrêt depuis 10 ans, vous parle du crack, etc. Je suis quand même beaucoup plus mesuré. Moi, je suis plutôt optimiste sur le long terme sur les marchés parce que la créativité humaine, elle est sans limite et que les marchés actions reflètent la créativité et l'intelligence humaine. Mais attention à ne pas s'emballer. Évidemment, mon portefeuille, en toute humilité, il subit un dégagement puisque je suis revenu à moins 3%, moins 2,95% depuis le début de l'année 2022, alors qu'il y a une semaine, j'étais plus qu'à moins 1,6% de perte depuis le début de l'année. Donc, bon, bah voilà, j'ai reperdu un peu plus de 1% cette semaine. Alors, perdre 1% cette semaine, je peux quand même me réjouir parce que quand on voit le CAC 40 qui est passé de 6007 à 6004, ça fait 300 points de baisse sur 6000, ça fait 5% de baisse. Bon, bah, moi qui ai perdu 1,3%, alors que le CAC 40 en a perdu 5, bon, c'est pas forcément. Voilà, je suis plutôt content de ma performance. Et moi, voilà, si je ne termine pas dans le vert d'ici la fin de l'année, ma foi, voilà, je ne vais pas non plus me plaindre. Donc, ben voilà, ben écoutez, voilà un petit peu pour cette vidéo qui touche à sa fin. En gros, les conseils que j'ai à vous donner, a priori, maintenant on peut l'avouer, le marché ne terminera pas dans le vert cette année. Les marchés actions n'ont plus aucune chance de revenir à leur niveau de décembre, fin décembre 2021. Donc ça a été, voilà, n'en déplaise à certains qui voulaient pousser les marchés à la hausse voilà, pour des raisons, on va dire, personnelles. Ça, c'est terminé. Il n'y a plus de nouvelles économiques durant les 2 prochaines semaines. Donc je vois mal comment maintenant les marchés peuvent rattraper toutes leurs pertes de cette semaine et regagner encore les quelques 300-400 points qui manquent pour revenir à fin décembre 2021. Donc, a priori, c'est mort. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'on pourrait penser que je suis un effondriste, moi, j'ai intérêt à ce que les marchés augmentent. Moi, si le CAC 40 revenait, alors soit en 2022 ou en 2023, à 7150 points, moi, je serai libre financièrement. Mon coefficient de liberté financière sera égal à 100% si les marchés actions revenaient à leur niveau d'avant toute cette crise, la guerre en Ukraine, etc. etc. Donc moi, j'ai intérêt à ce que les marchés montent. Donc c'est pour ça que je critique énormément les gérants qui n'arrêtent pas de vous dire que ça va monter, que ça va monter, que ça va monter. Mais moi-même, j'ai intérêt à ce que ça monte. Mais je prends de la hauteur. Je ne cherche pas à prendre mes désirs pour des réalités. Et enfin, je termine vraiment par peut-être des prévisions sur l'année 2023. Je vais m'y risquer. Je ne vais pas vous dire si les marchés vont monter ou vont baisser en 2023. Trop tôt pour le dire. Par contre, ce que je pense, l'année 2023, a priori, elle sera différente de l'année 2022 au niveau des corrélations. L'année 2022 a été assez spéciale parce que tous les marchés ont baissé. Les métaux précieux ont baissé, l'argent, l'or, le palladium, le platine, les métaux précieux ont baissé.
Les matières premières, après une très forte envolée au début de la crise ukrainienne, ont baissé. Au moment où je vous parle, le pétrole est en dessous de son niveau de décembre 2021. Le maïs, le blé ont aussi baissé. Donc on a eu énormément, les matières premières, globalement, aussi incroyable que ça puisse paraître, sont plus basses aujourd'hui qu'il y a un an. À part l'électricité en Europe, et ça c'est un problème de calcul mathématique, c'est la formule de calcul du prix de l'électricité qui est un peu spéciale, mais globalement, même l'énergie, les matières premières ont baissé sur un an. Les marchés actions, je ne vous en parle pas, ils ont baissé. C'était peut-être le seul actif qui avait un espoir de revenir dans le vert d'ici le 31 décembre 2022. Au moment où je vous parle, les marchés actions termineront probablement l'année 2022 dans le rouge. Les cryptos, je ne vous en parle pas, ça a été un bain de sang, 70-80% de baisse sur l'année 2022, ça a été un carnage. Et les obligations qui ont également baissé, on a eu un krach obligataire. Donc l'année 2022 a été une année où tous les actifs ont baissé en même temps. Et c'est ça qui fait la spécificité de cette année. C'est pas tant le krach action. Bon, le CAC 40 à 7100 en 2021 qui passe à 6004 en 2022, pas de quoi fouetter un chat. C'est une baisse de 9%, 10%. Il n'y a rien de dramatique, on en a vu d'autres. La particularité de 2022, ça a été un mouvement de baisse coordonné de tous les actifs avec une corrélation à 100%, quasiment. Et c'est ça qui est spécial. Mes prévisions, c'est que je pense qu'en 2023, on va avoir une décorrélation des classes d'actifs. Alors, c'est trop tôt pour vous dire quel actif va monter, quel actif va baisser, mais a priori, 2023 devrait être une bonne année pour les personnes qui ont une approche diversifiée, qui ont une approche d'allocation d'actifs, qui ont une approche patrimoniale. Voilà, l'année 2023, je pense que ça sera une bonne année pour les personnes analysantes, qui vont analyser, qui vont réfléchir, qui vont, qui vont construire une vraie stratégie patrimoniale ou qui vont se faire accompagner par un bon conseiller en gestion de patrimoine. Ça je laisse le soin à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. L'année 2022, de toute manière, tout a baissé. Donc, de toute façon, en toute humilité, que vous soyez accompagné par un CGP, que vous soyez formé, que vous soyez tout seul, que vous soyez novice, finalement, tout a baissé. 2023 va, je pense, mettre une discrimination, une démarcation entre les personnes qui vont être all-in sur un actif, qui vont soit gagner énormément parce que c'est l'actif qui a monté, soit qui vont perdre leur chemise parce qu'elles ont misé sur le mauvais cheval, et les personnes qui vont construire une stratégie patrimoniale. À mon avis, celles-là, ces personnes-là ont de bonnes chances, de grandes chances de bien tirer leur épingle du jeu en 2023 parce qu'on va avoir une décorrélation entre les classes d'actifs. Hein, a priori, alors je ne sais pas quel actif va monter, quel a baissé, hein, si j'avais une boule de cristal, mais a priori, on pourrait voir certaines classes d'actifs continuer à baisser et d'autres classes d'actifs repartir de l'avant. Et évidemment, les personnes qui ont des allocations d'actifs, qui ont une stratégie patrimoniale, ces personnes-là pourront, à mon avis, gagner pas mal en 2023. Donc, évidemment, je termine par ce conseil. N'y allez pas à l'aveugle sur les marchés. Hein. Les marchés sont dangereux, peuvent vraiment faire très mal. On l'a vu avec le rebond en octobre, alors tout le monde s'attendait à un crack et un sell-off en décembre, alors que tout le monde s'attendait à un Christmas rally. Attention, donc formez-vous, prenez le temps d'analyser, ou si vous n'avez pas le temps, ce que je peux, vous n'avez pas envie, ou etc., hein, ce que je peux comprendre, euh, faites-vous accompagner par un professionnel qui connaît les marchés. Et il y a des sérieux. Il n'y a pas que des rigolos sur les marchés, heureusement. C'est comme dans toute profession, hein, dans les médecins, vous avez des médecins charlatans, et puis vous avez des médecins qui sont carrés, qui ont la tête sur les épaules, etc. Ben, c'est pareil pour tout. Vous avez des artisans, pareil, des charlatans, et vous avez des bons artisans. Ben, dans les métiers financiers, dans le conseil en gestion de patrimoine, vous avez les charlatans, et puis vous avez des gens qui vous font des choses sérieuses. Voilà. Ben, écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite un agréable week-end, de bonnes vacances si vous êtes sur les routes des vacances, et puis aussi une bonne chance aussi pour la finale de la Coupe du Monde de football demain, hein, France-Argentine. Ça serait bien que la France gagne, ça va être bon pour le moral. Attention non plus, hein, à ne pas imiter l'Argentine sur le plan économique. Hein.
Tant qu'on peut les imiter sur le plan sportif, c'est très bien, mais sur le plan économique, j'aimerais qu'on ne prenne pas forcément le même chemin. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à dans une semaine pour un nouveau point de marché. Salut tout le monde!